Ça y est, on est en direct. Exactement, on est en direct. Faut arrêter de dire des bêtises. Alors, faut stopper tout, ou alors que des bêtises utiles et marrantes. Bonjour à toutes et tous. Donc, on va, comme d'habitude, attendre un petit peu. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue avec Gaël Châtelain-Berry. On reviendra dans quelques minutes. On va vous laisser. Et pour ceux qui sont déjà là, n'hésitez pas, je vais vous pousser un tout petit sondage qui est un sondage, on verra, qu'on va utiliser pendant ce webinaire. Vous ne devriez pas avoir trop mal à la tête, il y a 3 possibilités. Voilà, c'est un bon démarrage. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous saluer et à nous dire d'où vous êtes. Avec ce beau temps, peut-être que vous n'êtes pas dans un endroit classique. Faites-nous rêver si possible. Bonjour Julien. Donc, On est d'accord que j'ai le droit de voter sur le sondage. tu as le droit de voter, oui, exceptionnellement. Voilà, ça y est. Donc, on a déjà quelqu'un qui est en terrasse, c'est bien. Oh la vache, ça c'est Julien, c'est moche de dire ça. C'est moche. Non, mais il va nous dire que c'est pour allier performance et qualité de vie au travail. C'est ça. Mais remarque, moi j'ai des petits oiseaux aussi, mais je suis pas en terrasse. Mais j'ai une vue sur un arbre, je vois le soleil de loin. Enfin, c'est pas mal. Je sais pas si tu as remarqué, David, j'ai fait des progrès sur l'éclairage. Je ne suis plus rose. Oui, 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 oui. Je pensais que tu avais bronzé Non, plus naturellement, on va dire. c'est un gros travail d'éclairage. Ouais, ouais, je pense que j'aurais intérêt à faire la même chose ici. Non, Euh, mais t'es d'un très beau orange là, franchement. ouais, c'est sympa. En fait, j'ai un peu bronzé pour tout dire, Ouais. mais bon, voilà, mise en bouche intéressante. Donc, on va attendre peut-être 2 minutes encore, Ouais. et puis on va commencer. N'hésitez pas à répondre au sondage. Bonjour aux Parisiens. Alors, je suis hyper content. On peut occuper 2 minutes, hein. Oh bah, il y a de quoi faire, ouais. Je recommence enfin à recevoir des mails tous les jours pour demander des conférences en septembre. Donc, la vraie vie revient. Le déconfinement va être total, super. Et c'est quand même, c'est bien hein, tes webinars, hein, j'adore. C'est gentil. Mais qu'est-ce que ça doit être mieux d'être en conférence avec toi. Ah, mais ça me manque. Mais, mais bon, Bon, j'imagine les gens de l'autre côté, en fait. Donc, ça fait une sorte d'exercice schizophrénique assez particulier. Mais c'est clair que ça manque. Alors, les rires, ça manque bon, forcément. hum, Et ça, c'est vrai qu'on les entend pas, hein. On ouais. devrait faire ça. D'ailleurs, grosse nouvelle aujourd'hui pour Twitter. Je sais pas si tu as suivi. Twitter a lancé aujourd'hui pour les influenceurs, et ça va arriver là pour tout le monde bientôt, le tweet vocal. Ah, 140 secondes. on va nano podcaster en fait. Avant, Ouais. les podcasts étaient un peu l'endroit du temps long Ouais. où où on parle pendant 3/4 d'heure, 1 heure et plus. Alors, Et là, Fabrice qui envoie de l'air salin, j'imagine qu'il va nous narguer. Il est au bord de la mer. Voilà. Non, mais sérieusement, entre Julien sur sa terrasse, Fabrice qui est au bord de la mer, il y a quelqu'un qui va nous dire qu'il est sous un palmier ou pas? bon, écoutez, on va bientôt commencer réellement. Merci d'avoir partagé bien ces petites destinations, en tout cas ces petits rayons de soleil pour nous. On vous rassure, à Paris, il fait super beau. Donc pour l'instant, tout va bien. Donc je vous propose de commencer ce webinaire. Donc rapidement, je suis David Guillochot, donc directeur général de Zest, et hyper content de vous retrouver pour ce 8e déjà webinaire entre guillemets du monde d'après que l'on a initié pendant le confinement. Donc voilà, c'est intéressant de voir l'évolution. Là, je suis passé ce matin au bureau et ça y est, on a plus de 50% des effectifs qui sont au bureau. Donc ça y est, le déconfinement complet est réel et est agréable à voir. Ça va faciliter les échanges. Je suis hyper content d'accueillir Gaël Châtelain-Berry.
que certainement beaucoup d'entre vous connaissent déjà, ont déjà vu. Si c'est pas le cas, ça va être une bonne occasion de faire connaissance et je vous invite vraiment à le suivre, en particulier sur LinkedIn. Donc bonjour Gaël. Salut. Superbe éclairage, comme on disait, bravo. C'est un métier, David, c'est un métier. C'est un métier, exactement, c'est un métier. Et donc on va avec toi aborder un sujet qui est important pour Zest et quelque part pour cette initiative qu'on a eue, qui s'est matérialisée notamment par ces webinars de ce qu'on appelait HR for Good. C'est ce sujet de la qualité de vie au travail, qui vraiment est un sujet alors qu'on a beaucoup entendu il y a peu, la semaine dernière, notamment, puisque c'était la semaine de la qualité du travail. Donc, on va être un peu dans le service après-vente de cette semaine. J'espère que voilà, vous n'avez pas eu une overdose, parce que c'est le sujet qu'on va aborder. On va l'aborder sur un angle qui pour Zest, et puis pour toi, Gaël, qui a eu un parcours dans l'entreprise, a beaucoup de sens. C'est cette conjugaison, cette recherche de l'association, d'une qualité de vie au travail. Alors la caricature, c'était le baby-foot, on pourrait dire que c'est aujourd'hui la terrasse ensoleillée chez soi, et puis la performance économique de l'entreprise qui est nécessaire à un moment très particulier, qui est ce moment de vérité, pas seulement sanitaire, mais aussi économique, du rebond, de la reprise d'activité. Voilà. Gaël, est-ce que tu veux te présenter rapidement, rajouter quelque chose en introduction ? Alors, je suis Gaël Châtelain-Berry. Effectivement, il paraît que je suis un influenceur, notamment sur LinkedIn. J'écris beaucoup. Je suis chroniqueur pour le magazine Psychologie, pour LCI. Je suis podcasteur avec Happy Work, qui est un podcast. Je suis très fier parce qu'il est dans les 10% des podcasts français les plus écoutés. Donc, c'est mérité, c'est top. Et j'écris des bouquins aussi. Alors, il y avait marqué Mon boss est nul, mais si tu me le permets, je rappelle que les librairies sont ouvertes et que ce bouquin est sorti une semaine avant le confinement. Celui-là aussi sur l'optimisme. Donc, si vous voulez apprendre l'optimisme, allez dans vos librairies. Vos libraires ont besoin de vous. Parce que les autres ont gangrène sur les bouquins, mais les libraires, eux, c'est important. Non, c'est clair. Il n'y a rien de mieux que de lire pendant l'été. Voilà, c'est vraiment très très agréable. Il faut en profiter. Et puis on apprend plein de choses et on est un petit peu, on va dire, stimulé intellectuellement ou reposé aussi intellectuellement, parce qu'il n'y a pas que de la stimulation, pour la rentrée de septembre. Donc c'est un bon moment pour faire des grosses courses de bouquins, et pas que sur Amazon, voire le moins possible. Et donc alors ce sujet qu'on va aborder ensemble, Gaël, on va l'aborder effectivement sur cet angle de du contexte qui est la reprise, le rebond, avec cette association qui parfois interroge entre la qualité de vie au travail et la performance. Est-ce que c'est conciliable? Comment le mettre en œuvre? Comment on va pouvoir effectivement tirer des choses en écoutant les collaborateurs, parce que la qualité de vie au travail, comme on l'entend quelque part, c'est quelque part écouter les collaborateurs, être en empathie avec eux, avec une expérience qu'on a de la crise sanitaire puis économique que l'on a vécue, d'adopter, on va le voir aussi, comment cette démarche un petit peu pragmatique et orientée vers la performance, qui n'est pas, on va dire, bisounours ni Dark Vador, mais qui trouve sa voie entre les deux, et puis de trouver effectivement des dispositifs, des conseils qui permettent de voir aussi une vision durable par rapport à cette problématique. Voilà, c'est un peu le programme de ce webinar. Merci encore à tous ceux qui nous rejoignent encore. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinar, ça permettra d'échanger. On pourra le faire au fil de l'eau ou à la fin. Voilà, ça dépendra un petit peu du flow, mais n'hésitez pas à le faire dès à présent. Et je propose, Gaël, que tu commences déjà en nous donnant en partageant avec toi plutôt une définition de la qualité de vie au travail. Comme je disais, tu as eu un parcours en entreprise. Maintenant, tu regardes le monde de l'entreprise, tu le décris, tu le décortiques et tu le partages avec nous. Comment tu vois ça et un peu dans ce contexte particulier qu'on a vécu quand même? En fait, la qualité de vie au travail, je vais faire un tout petit peu d'histoire parce que raccrochez pas tout de suite, celles et ceux qui regardent. En fait, c'est assez nouveau en France. On s'est vraiment intéressé à la qualité de vie au travail en 2008, seulement en 2008 avec la vague de suicides France Télécom et Renault. Et les boîtes ont commencé à se dire « Ah mince, on peut souffrir » et « Ah mince, c'est pas bon pour notre image si jamais on a des suicides dans nos bureaux ».
Mmh. C'est pas culturel en France, la QVT, alors qu'il y a des pays, je pense à la Suède, au Danemark, mais même l'Angleterre ou l'Allemagne, qui s'occupent de la QVT depuis beaucoup plus longtemps que nous. Donc 2008, il y a eu cette bascule où les boîtes se sont dit, mais on peut pas se permettre d'avoir des gens qui se flinguent ou qui se pendent. Il y a même eu le cas pour France Télécom de quelqu'un qui s'est immolé au bureau en laissant un mot en disant que c'est à cause de son chef. Mmh. Donc il y a eu cette bascule. Alors c'était un peu une réaction négative. En fait, on n'était pas dans une démarche positive vers la QVT. Et là, je le sens depuis 4-5 ans, parce qu'il y a de plus en plus de data qui arrivent qui montrent que la qualité de vie au travail amène de la performance. Et on peut le regretter, mais on est dans une société capitaliste, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Et donc, les entreprises doivent être rentables. Je pense que David, tu ne me contrediras pas là-dessus, en tant que chef d'entreprise. Et à partir du moment où les dirigeants ont commencé à se dire, mais si mes salariés sont bien dans leur basket, bien dans leur tête, et que je vais investir, en fait, le 1 euro que je vais investir va au final me rapporter 2, 3, 4 ou 5, on est passé dans une démarche beaucoup plus active. Et là, la période qui vient de se passer, je ne sais pas si tout le monde en a vraiment conscience, c'est un peu le sens de mon article de cette semaine. C'est la première fois dans l'histoire de l'économie, mais quand je parle de l'histoire, on peut remonter même au 19e siècle avec la première révolution industrielle, que l'humain est mis à une importance supérieure par rapport à l'économique. C'est quand même un truc de dingue. C'est pour préserver notre santé, on a arrêté littéralement l'économie mondiale. C'est une première. Et il y a une vraie prise de conscience comme quoi, ce qui peut sembler idiot, mais les entreprises réalisent de façon extrêmement violente, mais sans nos salariés, on ne peut pas bosser. Ça peut sembler ridicule, mais je suis assez convaincu que vu le traumatisme pour beaucoup d'entre nous qu'a été ce Covid, il en restera le fait qu'il faut prendre soin de ses salariés, parce que si jamais ils sont contaminés, c'est tout bête, mais ils peuvent pas venir travailler. Et j'espère qu'il y aura aussi un impact sur, oui, si mes salariés font des burn-out, ils vont pas travailler. S'ils sont démotivés. Je rappelle quand même qu'en France, il y a eu beaucoup d'études sur l'engagement au niveau européen. Seulement 6% des salariés français se déclarent engagés dans leur travail. 6%. Il y a le champ de progression est absolument gigantesque et je trouve ça assez enthousiasmant. Une fois qu'on aura passé le choc qu'on va avoir pendant quelques mois, mais je suis un horrible bavard, David. Je finis juste par un truc. Je suis profondément convaincu. David et moi, on fait partie de la même génération, donc la génération des vieux maintenant. Et on est un peu une génération entre deux. Nos parents étaient des baby-boomers, et ils ont connu les 30 glorieuses. Nous, on a eu de la chance, on a connu le chômage, le sida, le Covid maintenant. Et ça a été une énorme transition, et je suis convaincu que nos enfants, grâce au Covid, littéralement, vont connaître cette vague d'optimisme que nos grands-parents ont connu et que nos parents ont connu, parce qu'on va reconstruire un monde. Et je dis pas qu'il sera formidable, que le monde de l'entreprise, ça sera le bonheur partout. Mais j'entends beaucoup de patrons, de patronnes, de DRH dire on a investi pour l'avenir dans la QVT grâce au Covid et ce sont des investissements durables. Alors, je te confirme, on est à peu près de la même génération, ou même clairement de la même génération, et on a aussi cette envie peut-être de voir des choses sur lesquelles on s'est battu, entre guillemets un peu battu, on a investi professionnellement. Se passer. Alors, on n'est pas des doux rêveurs, c'est-à-dire qu'on sait, et c'est l'une des questions qu'on va adresser, que le retour entre guillemets à cette fameuse réalité normale, va peut-être re-questionner des dispositifs qui ont pu se mettre en place parce que tout simplement il n'y avait pas le choix, comme tu le disais. Et on pense, je crois, que la qualité de vie au travail avec l'association et de la performance, ça va devenir une réalité. C'est-à-dire que nous, en France, comme on sait bien faire, on a beaucoup travaillé sur le réglementaire, sur le légal. Donc, il faut l'obligation des accords QVT, loi FSAMEN. Enfin, on aime bien, on va dire, comme on sait pas bien faire, on fait en légiférant, et on le fait dans un angle qui est effectivement une négociation avant tout avec les partenaires sociaux, et donc avec un angle qui est effectivement plus protection que succès finalement de l'organisation et des personnes qui sont dedans. Et peut-être que cette double contrainte effectivement, comme tu l'as dit, on ne pouvait pas faire autrement que s'intéresser à la qualité de vie au travail et à la santé des personnes qui constituent l'entreprise et qui font le business. Et deux, la conjoncture, l'obligation de rebond économique, de performance, va peut-être faire qu'il va y avoir un alliage qui a eu un peu de mal à se mettre en place en France, en particulier.
Mhm. Justement, alors, on a posé la question tout à l'heure sur un petit peu l'impact que cette conjoncture avait eu sur la qualité de vie au travail. Est-ce que ça avait ou pas changé? Bon, vous avez compris que nous, on a une vision optimiste. Enfin, déjà, il y avait une obligation de le faire pendant la crise, comme tu l'as dit, et on a une vision un peu optimiste sur le futur. Gaël, tu as une énorme communauté, tu leur as posé la question depuis si justement la QVT avait généré, et la situation avait généré une volonté de transformation, de changement par rapport à ce sujet. Est-ce que c'était une transformation ou un retour en arrière? Et comment toi alors on voit que c'est quand même super réparti, hein. Il y a un peu le camp des oui et le camp des non. Faut que tu partages la slide, hein. Ah, Enfin, en tout cas, moi, je la vois pas. ah, ok, bon point. Je sais pas pourquoi. Hop, ça devrait être le cas. Bon, je peux peut-être donner les résultats comme Ouais, ça. donne les résultats et je vais régler ce petit souci. Ouais. La question, c'était deux camps s'opposent quand il s'agit de parler de l'avenir, les pessimistes et les optimistes. Non, c'est pas celui-là, je suis désolé. Je vous dis une énorme bêtise, il faut que j'aille dans un autre. Donc voilà, les deux vieux sont perdus avec la technologie, les amis. C'est Et terrible. oui, mais elle se déconfine. Ok, je vais retrouver dans 2 secondes. C'était justement pour savoir, et moi le résultat, très honnêtement, m'a vraiment étonné. C'était en fait pour déterminer si on allait avoir un retour en arrière ou au contraire, si on allait progresser. Et la question, c'était en termes de QVT depuis le début du confinement, ressentez-vous une volonté de changement de la part de vos organisations ou un retour en arrière par palier? Alors, il y a 22% qui ont dit je ne sais pas. Donc ça, c'est pas mal. Mais la deuxième, c'est 36%. C'est 36% des répondants qui pensent qu'on va aller vers du changement. Et 42%, et c'est ça qui m'a vraiment surpris, David, que 42% qui disent que finalement, on va revenir en arrière. Très honnêtement, j'ai du mal à le croire. Je vois des organisations, mais même dans le public, je pense à une très grosse administration qui ont fait leur plan de transformation sur le télétravail qui était prévu sur 2 ans. Ils l'ont fait sur 1 semaine. C'est-à-dire qu'en 1 semaine, mais d'ailleurs sur Happy Work aujourd'hui, j'ai publié l'interview de la patronne de la CAF du Rhône qui a fait cette transformation en 1 semaine. Et elle le dit très clairement, mais bien entendu que le télétravail, c'est acquis maintenant. C'est totalement acquis. Donc, je suis surpris par ces 42%. Alors, est-ce que c'est du fatalisme? Est-ce que c'est parce que les gens est-ce que c'est parce que les gens sont pas encore revenus totalement au travail? Est-ce que c'est le côté anxiogène de la période? Bien que, alors, j'ai été très étonné par une étude qui a été faite sur l'optimisme des Français. Ben, figurez-vous qu'il y a 60% des Français qui sont heureux, selon une étude de la COFAS. Et ça a très peu baissé par rapport à avant le Covid. Donc, le résultat de ce sondage, je ne sais pas ce que tu en penses, David, mais moi, ça me surprend un peu que les... Oui, alors je pense qu'il y a une diversité de situations qui fait que forcément la qualité de vie au travail, au sens où peut-être pas encore complètement pris comme un levier de performance indiscutable dans toutes les organisations, va faire qu'il va y avoir des priorités qui vont passer devant, on va dire. Nous, on l'a. Oui, tu as raison. On l'a vu dans tous les sondages qu'on a fait avec nos clients pendant cette période. Finalement, à part les populations qui étaient vraiment mobilisées pour être les premières lignes, ceux qui étaient en télétravail, eh bien, ont plutôt vécu à peu près correctement cette situation-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une espèce de crise énorme de confiance ou de super stress. On a eu du stress, mais du stress qui est monté avec la reprise, hein, avec ce déconfinement. Mais par rapport à l'économique, par rapport à l'entreprise, à l'organisation, il y a eu effectivement des éléments positifs sur la qualité de vie au travail. L'équilibre vie perso, vie professionnelle a été monté. Donc je pense que globalement, quand on pose plusieurs fois la question comment vous projetez sur les modèles d'organisation, comme on l'a fait pour certains clients, il y a quand même une résistance d'un socle majoritaire de personnes qui disent le télétravail fait partie du mode organisationnel
on va dire, normale de l'après. Voilà. Maintenant, la question, c'est à quel niveau le télétravail va arriver, la qualité de vie au travail va prendre son pas. D'ailleurs, dans le sondage, là, pour les participants qui ont répondu, on est à peu près sur le même pourcentage de ne sait pas, donc il y a 20% ne sait pas, et on a un peu plus d'optimisme, mais c'est normal. Pour les participants à un webinar, souvent, voilà, il y a un peu plus d'optimisme, et ils sont 60% contre 20% pour un passage, un retour en arrière par rapport à ce sujet de qualité de vie au travail dans le monde d'après. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment, cette crise aurait été un accélérateur de beaucoup de tendances, notamment en QVT, mais pour répondre à la question de Julien qui parle de l'économie sociale et solidaire, avant le Covid déjà, les jeunes générations, donc ce que j'appelle les salauds jeunes, puisque je ne le suis plus, veulent aller dans des entreprises qui ont du sens. Et quand on dit qui ont du sens, c'est pas forcément que le solidaire. Il y a un truc assez étonnant, c'est par exemple Total. L'entreprise Total est très, très, très attractive pour les jeunes générations. Pourquoi ? Parce que l'énergie est un des plus grands enjeux du siècle à venir et que Total investit énormément sur les énergies renouvelables. Donc, je pense que les jeunes générations, ils se sont aperçus avec le confinement que rien faire, c'est quand même pas super cool et qu'on peut se rendre utile véritablement encore plus. Donc, je pense que cette période-là est un accélérateur. Sur le télétravail, c'est une évidence. Sur le fait de vouloir donner du sens à son travail, c'en est une autre. Regardez ce qui s'est passé tous les jours à 20h. Enfin, c'était absolument extraordinaire. Moi, l'image la plus marquante que j'ai vue, j'habite au rez-de-chaussée. Et donc, tous les soirs à 20h, je sortais avec la famille et mon bulldog français pour regarder, pour applaudir. Et à un moment, il y a une infirmière qui passe. Elle était en larmes, mais c'était des larmes de joie. Elle était là et elle n'en revenait pas. Et cette émotion-là, mes différents fils ont dit, mais c'est ça qu'on veut dans notre métier. Alors, David, je ne te vois plus, c'est normal ? J'ai été déconnecté. Je crois que... je croyais t'avoir perdu, je croyais que j'allais devoir parler. C'était le cas. Pendant quelques secondes, j'ai été déconnecté. D'accord, donc tu as une sorte de moment de solitude. Voilà, un petit moment d'excitation totalement inutile. Donc, tu parlais de l'intérêt, enfin, notamment en réponse à la question de Julien sur la mission et le pourquoi important. Exactement. Enfin, on l'a vu, le sens au travail va être quelque chose de beau. C'est-à-dire, les gens se sont posé la question quand ils devaient travailler et maintenant quand ils reviennent au travail, pourquoi je fais ce travail? Pourquoi je prends ce risque? On l'a très bien vu de manière assez même forte et touchante sur les infirmières, par exemple. Voilà, j'ai aussi un ami qui a des boulangeries, des personnes qui vendaient du pain. Pourquoi tous les matins, enfin tous les jours, elles allaient au travail pendant la pandémie pour vendre du pain. Et, il y a vraiment une nécessité de repositionner son activité par rapport au sens. C'est ce que j'ai appelé l'entreprise activiste, c'est-à-dire à la fois qui donne du sens, mais qui donne un sens utile dans le monde d'aujourd'hui pour le changer, pour le transformer, comme tu l'as cité à NJ, par exemple, aussi. Ouais. Et je me permets de rebondir sur la remarque de Bruno. C'est bien entendu, la QVT se résume pas au télétravail, mais par contre, je rebondis sur la fin de son commentaire sur l'opposition entre l'école bleue et l'école blanc. Je suis, mais c'est même pas d'accord, c'est au-delà de pas d'accord. Je vais vous donner l'exemple d'une boîte que je connais plutôt bien qui s'appelle Téléperformance. Vous savez, les gens qui vous répondent au téléphone quand vous avez un problème avec votre opérateur, etc., etc. Il y a énormément de télétravail, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que d'être cadre pour être en télétravail. Je crois qu'il y a une vraie démarche. Regardez ce qui s'est passé dans les banques. Les banques ont découvert ça et vous avez raison sur le fait que QVT ne se résume pas au télétravail. Ça, c'est une évidence et on va probablement parler des autres éléments. Cela étant dit, le nombre de personnes qui vont avoir du mal à se retaper leurs 2 heures de transport par jour pour aller travailler, certes, le télétravail, c'est pas la panacée de la QVT, mais ça résout quand même pas mal de soucis, et notamment le souci du transport. Alors, je sais pas où, Bruno, vous habitez, mais pour celles et ceux qui habitent en Île-de-France, dire que 2 ou 3 fois par semaine, on prend pas le métro ou le RER, ça a une vraie signification et un vrai impact sur l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. D'ailleurs, finalement, les 4 sujets qu'on a un peu identifiés comme les points un peu qualité de vie au travail qui ont été mis un peu sur la scène pendant cette période,
On a, je pense que bien sûr abordé télétravail, mais on a aussi identifié ensemble avec Gaël la santé au travail. C'est même peut-être, enfin, c'est clairement comme on l'a dit tout à l'heure, l'élément important, et avec cette notion de geste barrière qui était absolument quasiment inexistante avant, même dans les approches de santé et de protection au travail. Et donc là, on va forcément avoir, bien sûr, un allègement, comme on l'a vu, des protocoles, mais il va rester quelque chose. C'est-à-dire que je pense que on peut espérer, par exemple, que quand les personnes sont malades et qu'elles doivent venir au bureau, elles auront peut-être ce réflexe-là. Quand il y aura effectivement une identification d'autres problématiques virales, la grippe par exemple, on pourra peut-être au niveau du travail peut-être avoir des mesures ou en tout cas des incitations à être en mode préventif et de protection de ses collègues, alors qu'avant c'était même juste inimaginable. C'est-à-dire que on n'aurait jamais pensé que demander de porter un masque pour les autres serait une possibilité. Maintenant, ça devient une possibilité. Donc ça, c'est clair que le premier sujet est la santé. Le deuxième, c'est la pointe de l'iceberg qui est très très intéressante parce que c'est un sujet ancien et qui touche beaucoup d'aspects d'organisation du travail et de qualité de vie, avec pas que des effets positifs. Gaël, tu as justement posé l'un des bénéfices majeurs qui est l'économie entre guillemets du temps de transport. Et là, je peux vous dire qu'en ce moment, avec la chaleur, ça va devenir assez horrible les transports en commun. Donc ça, c'est une évidence, c'est mathématique. Mais combien d'années on a attendu pour que ça devienne une évidence ou une contrainte, hein. Les managers en général ont toujours un peu résisté à ça. J'espère que là, ça va être bon. Et puis, il y a d'autres sujets. Il y a un sujet d'ergonomie du poste de travail global. Si on travaille chez soi, est-ce que la chaise est bonne, le bureau est bon, la position de travail. Voilà, moi j'ai fait une petite, j'ai eu mal au dos pendant le confinement. Voilà, donc clairement j'étais trop longtemps assis dans des conditions qui n'étaient pas acceptables. Je l'ai vécu moi-même. Je pense que c'est une vraie problématique qui se déporte dans le domicile. Et puis l'équilibre vie perso, vie professionnelle. Toi qui as une vie un peu particulière, puisque tu as été salarié, voilà. Maintenant tu es dans une espèce de continuum, on va dire, de relations avec ta communauté, avec ton travail, et tu es en télétravail forcé, mais j'imagine qu'avant c'était déjà une part importante. Comment tu vois cette notion de transposition de la qualité de vie au travail dans la qualité de vie au travail à la maison? En fait, toute la problématique, et ça on l'a vu, enfin je le vois déjà chez moi avec ma chère et tendre, mais en fait la grande difficulté c'est de réussir à dessiner une frontière entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Quand on est en télétravail, notre bureau est chez nous. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes, on va voir d'ici 3 ou 4 mois l'impact en termes de burn-out qu'a eu cette crise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé plus que de raison, qui n'avaient plus d'horaire, qui n'avaient plus de week-end, et qui n'ont pas réussi à prendre cette distance en disant c'est pas parce que je peux travailler que je dois travailler. Alors moi, ça va faire maintenant plus de 6 ans que je suis indépendant, que je travaille de chez moi. Donc maintenant, j'ai cette mécanique, même si très honnêtement, ma situation est un petit peu particulière parce que je me réveille tous les jours à 5h30 et je commence à travailler à 5h30 du matin. Mais j'ai pas l'impression que c'est un travail. Écrire des bouquins, c'est pas vraiment un travail, c'est une passion. C'est, je sais plus qui disait, trouver une passion, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Et je reviens encore sur le commentaire de Bruno. Je suis désolé. Il y a eu une étude très intéressante sur qui peut télétravailler. Le chiffre officiel du ministère du Travail, c'est 30%. Il y a une étude génialissime qui est sortie. Il faudrait que je vous retrouve le lien parce qu'elle est passionnante, qui a montré en fonction des compétences à appliquer pendant sa journée de travail, c'était 60% des salariés français qui pouvaient faire du télétravail. Et notamment, il donnait un exemple dans la restauration d'un sommelier. J'imagine, toi, David, tu te dis, un sommelier, ben non, bien sûr, ça peut pas faire de télétravail. Et oui. Cette étude a montré, si, parce qu'un sommelier, il va devoir passer des coups de fil à ses fournisseurs, il va devoir gérer ses stocks, donc avec du tableau Excel. Donc, je crois qu'il a estimé que c'était 25% du temps d'un sommelier qui pouvait être télétravaillé. Et donc, l'étude est passionnante parce que contrairement aux idées reçues en se disant, comme vous le dites, Bruno, en opposant un col blanc à un col bleu. Alors bien sûr, il y a des métiers vendeurs. Si je suis vendeur chez H&M,
je peux difficilement télétravailler. Ça, c'est une réalité. Mais par contre, on passe quand même de 30% du temps des salariés à 60%. Parce que l'approche que l'on avait avant cette crise, et je pense que c'est ça qui est très intéressant, l'approche que l'on avait, c'est est-ce que tu peux faire ton travail à 100%? Si tu peux pas tout faire en télétravail, tu n'as pas de télétravail. Or là, les entreprises ont été obligées parce qu'on était confinés. Elles ont commencé à se dire, mais ok, tu peux pas faire 100% de ton boulot, mais par contre, tu peux faire 30% de ton boulot ou 50% de ton boulot. Parce que s'il n'y avait pas d'autre alternative que de se dire, soit c'est 0%, comme je le disais avant la crise, parce que pour rappel, quand même avant la crise, il n'y avait que 16% des entreprises qui avaient des accords de télétravail. Très, très peu, donc. Et on est passé à un système où on se dit, ah mais est-ce que finalement 20% du travail de quelqu'un, c'est pas déjà mieux que rien? Et donc, il y a une évolution des mentalités que je pense, enfin, c'est même pas que je pense, je le constate, qui est extrêmement forte dans les entreprises qui se disent, mais effectivement, le télétravail, c'est intéressant. Et encore une fois, on résume pas, comme tu le disais, David, la qualité de vie au travail au télétravail, mais ça a un impact tellement majeur sur nos vies, tellement majeur. Et pour répondre à la question initiale, j'adore travailler de chez moi parce que ça me donne. Alors, il se trouve que j'ai 5 enfants en plus, donc je peux m'en occuper, je peux gérer la logistique. Enfin bref, voilà, c'est pas assez. J'ai profondément conscience d'être très atypique, mais comme tu disais, j'ai une grosse communauté, donc j'ai beaucoup d'informations qui viennent de cette communauté. Et la perception, c'est quand même, on va revenir à une forme de normalité, donc retourner en présentiel. Mais par contre, j'avais fait un sondage, 98%. Et c'était un sondage, il y avait 1200 ou 1300 personnes qui avaient répondu. 98% de cette communauté dit, nous, on veut garder du télétravail. Il n'y a que 2% des gens qui disaient, non, le télétravail, j'en veux absolument plus. Mais c'est vrai que, enfin, même sur la partie retail, hein, parce que là on parle de, enfin, nous c'est notre angle, plutôt la partie collaborateur, travail, salarié ou freelance, mais il y a aussi l'aspect expérientiel client, la manière d'acheter, de consommer. Va se digitaliser. Nous, on a des clients qui étaient un peu dans le même secteur d'activité. Il y en a un qui avait peut-être 25% de digital, de chiffre d'affaires, et un qui avait quasiment zéro. Et ce qui est clair, c'est que les deux vont surinvestir dans les prochains mois, les prochaines années, pour effectivement accompagner encore cette digitalisation de l'expérience client. Et donc quelque part, le vendeur qui était dans son magasin, en partie, il va peut-être conseiller à distance. Pour pouvoir choisir la meilleure lave-vaisselle sans forcément l'accueillir physiquement. Donc il va y avoir des effets de répercussion et d'auto-entretien entre l'expérience client et l'expérience collaborateur, avec une digitalisation, qu'on le veuille ou pas, qui va effectivement, par sédimentation et avec une accélération avec la crise, être une réalité. Voilà. D'ailleurs, il y a une étude très intéressante sur la vente à distance en visio. Et cette étude a montré qu'en fait, là, la particularité, là, David, je te donne l'impression de te regarder dans les yeux, mais je peux pas te voir. Je regarde la webcam. Donc, en visio, on se regarde jamais dans les yeux. Et en fait, cette étude a montré que pour les vendeurs en visio, ils augmentaient leur performance parce que on perdait en langage corporel. Et donc, on voit pas quand le vendeur essaye soit de nous pipoter ou il est pas très sûr, ce genre de choses. Donc, c'est comme quoi, il y a des choses contre-intuitives qui sont en train de se passer et ça va être intéressant de voir l'année qui va se passer. Après, il faut pas voilà, on n'est pas des chancres ayatolesques de la désintermédiation et du digital à tout crin. Voilà, c'est pas. Mais c'est de dire que effectivement, ça va être quelque chose qui va se propager, impacter et poser la question de la qualité de votre travail chez soi, ou en tout cas là où on télétravaille. Et ça, c'est un nouveau territoire à grande échelle qui va être à adresser par les démarches justement de qualité de vie au travail. L'autre point qu'on a identifié dans cette période, c'est l'importance du lien avec le collectif, bien entendu, et qui a été revisité sur justement notamment cette distanciation, à la fois des gestes barrières, hein, mais aussi voilà, par le confinement et par le télétravail. Et nous, on a vraiment eu des résultats très forts, avec 80% des collaborateurs dans des grandes organisations qui exprimaient l'urgence ou la nécessité de retisser très vite le lien et de le maintenir même dans des situations compliquées avec le collectif. Là, le digital peut aider,
bien entendu. Mais c'est intéressant de montrer que l'isolement n'a pas été, même pour des gens en dispense d'activité ou au chômage partiel, puisqu'on a sondé aussi ces gens-là, le lien avec le collectif a été très important. Et va devenir un chantier de la DRH. On en avait parlé avec Jean-Marc Salvanez il y a quelques semaines. C'est un des chantiers dans l'agenda de la DRH pour les prochaines semaines. Est-ce que toi, tu as ressenti dans tes échanges cette frustration du lien social avec le collectif au travail et quelque part cette envie de revenir, pas seulement pour prendre un pot, mais aussi pour brainstormer, collaborer, travailler. Bien sûr, mais comme je le disais, c'est déjà, comme le dit très justement Mathias, il y a des gens qui veulent pas faire de télétravail. C'est une énorme minorité, mais il y en a qui ne veulent pas. Mais l'écrasante majorité veut faire du présentiel. Ça sera un mélange entre du présentiel et du télétravail. Mais encore une fois, je pense que la qualité de vie au travail, le grand enjeu, ça va être que les managers, notamment de proximité, sachent s'adapter à chaque situation. On peut pas dire la solution pour connaître le kiff total au travail, c'est ça. Et voilà ton package QVT. Alors, il y a des fondamentaux pour tout le monde. Le côté, on sait que pour la QVT, organiser une réunion à 19h30 un vendredi, c'est pas le kiff. On sait que d'avoir des locaux mal éclairés, mal aérés, c'est pas le top. Mais cela étant dit, une fois qu'on a ces fondamentaux, tu parlais tout à l'heure de la qualité de la chaise, de l'assise, du bureau, tout ça, c'est important. D'ailleurs, petite parenthèse, depuis que je suis passé au bureau debout, c'est extraordinaire. Donc, les bureaux ajustables, donc je peux monter, descendre mon bureau, et c'est un bonheur pour le dos, parce que, eh oui, en tant que vieux, j'ai aussi des maux de dos. Donc, pour revenir sur le management, je pense que le management, pendant cette période, on a vu 2 ou 3 catégories de managers, mais les 2 essentiels, c'est le manager qui était en surprésence, donc qui s'est transformé en Big Brother, qui était dans du micromanagement absolument terrifiant, et de l'autre côté, il y avait le manager totalement absent. Alors, je prends les 2 extrêmes, parce que Dieu merci, il y en avait au milieu. Mais justement, la période qui va arriver avec un mélange beaucoup plus fort entre le télétravail et le présentiel, il va falloir que les managers s'adaptent à cette situation, parce que la qualité de vie au travail, elle est certes globale sur les infrastructures, mais ensuite elle est totalement individuelle. Et dire à tout le monde, vous êtes obligé de faire 3 jours de télétravail, comme le disait très justement Mathias, mais il y a des gens qui veulent pas. Il y a des gens qui n'ont pas envie de rester dans leurs 10 mètres carrés, parce qu'il y a des gens qui vivent dans 10 mètres carrés et qui se disent, mais moi, je suis bien au bureau. D'autant plus, je vois tes bureaux derrière, il y a des locaux qui ont l'air plutôt sympas. Et c'est un peu l'objectif aussi des entreprises de rendre, on dit comme à la maison. Mais il y a des gens qui sont mieux au bureau qu'à la maison. On peut le regretter. Ça, ensuite, ça lève d'autres débats, notamment économiques, philosophiques, sociaux, etc., etc. Mais je crois que l'enjeu encore plus radical qu'avant du management de proximité, c'est quasiment de faire du sur-mesure. Ben non, même pas. J'enlève le quasiment, de faire du sur-mesure par salarié. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, on est pour que ça devienne performant, il faut que ça ait de l'impact sur la personne. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, une qualité de vie au travail qui serait à côté de la plaque ou subie, on va dire ça comme une contrainte, c'est clair que on pourrait avoir toutes les bonnes intentions que l'on voudrait globalement dans une espèce de tour au siège, etc. Au niveau de l'expérience du collaborateur, du vécu, ça serait plutôt une sorte de démotivation, une sorte de contrainte. Et c'est vrai que la normalisation, notamment les accords télétravail, pour encore reprendre cet exemple, mais où on est dans une espèce de logique réglementaire, corpus, accord paritaire, très lourd, ou ces espèces de -10 ans qui sort quelque part, et puis il faut une règle quand même à peu près compréhensible, donc on dit une règle pour tous, etc. Et du coup, voilà, on n'est pas dans. Et là, nous, en tout cas, là, la conviction qu'on partage, c'est le monde a changé quelque part, et les collaborateurs, ils ont besoin d'avoir cette personnalisation, voilà, par rapport à ça. Et 2, si vous voulez la performance, il faut cette adaptation, il faut cette écoute. Et comme on l'a vu dans tous les sondages qu'on a fait, il n'y a jamais 98% des collaborateurs qui ont le même avis. On a posé la question chez un client où il y avait est-ce que c'est 5 jours, est-ce que c'est à 100%, est-ce que c'est 0%, est-ce que c'est entre les deux à différentes modalités. Eh bien, il y avait une certaine, on va dire, répartition. Effectivement, dans les extrêmes, il y a un peu moins de monde, des 100% et des 0%.
Et la moyenne, on va dire la plus grosse population, je crois que ça a été cité, c'est autour de 2 jours par semaine de télétravail. Et donc, et ça c'est vraiment important, je pense, d'être à l'écoute. On a vraiment vu la multiplication des sondages, comme on l'a fait au début, des collaborateurs. Ça va générer des conversations qui vont devoir se traduire par des faits, par des améliorations, mais aussi par des rendez-vous en disant mais il faut me ressonder une fois qu'on a été déconfiné, parce que c'était bien sympa de me sonder quand c'était confiné. Maintenant, qu'est-ce que je pense, c'est différent. Et donc là, du coup, la libération de la parole est certainement un sujet qui est pas tout à fait dans le schéma classique de la QVT, mais qui nous semble important pour en faire un levier de performance, tout simplement parce qu'on est à l'écoute des collaborateurs et on fait ça pour eux, pour que ça soit efficace. En fait, c'est pour ça que pendant le confinement, j'ai quelques fois parlé de Zest, parce que c'est un outil parfait pour libérer la parole, et je vous suis, vous le savez pas, mais je vous surveille, Zest. Quand tu te rapproches de la lumière comme ça, c'est impressionnant. Oui, hein, t'as vu, oula. Mais c'est un outil extraordinaire pour libérer la parole, et c'est surtout un outil extrêmement souple qui va permettre à des gens qui n'avaient jamais la parole déjà de pouvoir la prendre et de pas risquer de la prendre, parce qu'il y a aussi des notions d'anonymat ou pas d'anonymat. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui sont dans la solution. Et je vous promets, je suis pas payé par Zest pour faire ce webinaire, mais en fait, je trouve qu'il y a une bascule du numérique vers de l'utile. Moi, je fais partie de la génération où on a vraiment subi le numérique en étant hyper connecté à utiliser le numérique, et des solutions de libération de la parole auront jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. Beaucoup de psys disent, mais la première chose à faire avec les salariés, c'est de leur demander comment ils ont vécu leur confinement. Et ça, ils le font pas, pas souvent. Mais heureusement, justement, il y a des solutions qui permettent de savoir comment les salariés ont vécu. Donc, la libération de la parole, c'est essentiel. Et encore une fois, soit ça passe par le management de proximité, soit à un moment, ce sont les directions générales ou les directions des ressources humaines qui disent, mais nous, on va mettre en place une solution numérique où on va pouvoir demander la parole sans forcément attendre d'avoir un retour par un entretien individuel de performance avec le manager. Donc, ces outils-là permettent aussi de libérer totalement la parole en faisant fi totalement des liens hiérarchiques. C'est quand même assez extraordinaire. En fait, je dirais qu'il ne faut pas opposer les deux. C'est-à-dire que c'est pas l'un qui remplace l'autre ou qui supplée l'autre, si tu veux. Et on le voit, par exemple, dans les bonnes pratiques que l'on met en place, c'est effectivement le partage en temps réel des sondages qui peuvent être globaux localement. C'est-à-dire que le manager d'équipe et éventuellement son équipe, si c'est souhaité, eh bien, ils vont avoir instantanément les résultats. Ils vont pas attendre une espèce de comité qui va faire un rapport, analyser, policher les choses et descendre en cascade au bout de 6 mois. Donc, c'est un stimulateur de conversation, des conversations qui sont globales, avec des plans d'action, ou des conversations qui peuvent être au niveau d'une équipe, d'un département, puisque les réalités sont très très différentes. Comme on l'évoquait tout à l'heure, les personnes qui sont dans les magasins et qui reçoivent des clients et ceux qui sont au siège, c'est absolument pas la même expérience, les mêmes contraintes, les mêmes notions et les mêmes exigences par rapport à la qualité de vie au travail. Et donc, pardon, excuse-moi, mais je tenais à remercier Thierry pour son commentaire. Je connaissais pas l'histoire de Tupperware et comme quoi le télétravail pouvait... c'est une forme de télétravail, on va dire, pouvait faire exploser le chiffre d'affaires. C'est assez intéressant. Et d'ailleurs, juste, David, pour revenir sur la libération de la parole et la QVT, il y a un truc, j'avais écrit tout un article il y a longtemps sur la QVT et l'erreur fondamentale qu'on fait en France, où on parle de QVT beaucoup en aménageant les bureaux, en faisant beaucoup de choses. Et j'arrivais à ce paradoxe-là que finalement, la qualité de vie au travail, c'est quand on n'y est pas. Et en France, on a un souci qui est assez unique au monde. C'est le présentéisme. Qui, dans les personnes qui écoutent, ou même toi, David, en début de carrière, ou même maintenant, n'a pas entendu cette phrase quand tu pars du bureau à 16h30 ou à 17h, « Ah, tu comptes en après-midi ». Mais sérieusement. Et on est les seuls en Suède, essayer d'appeler un salarié suédois à 16h30, c'est fini. Tout le monde est chez soi en train de s'occuper des enfants. À 17h, il y a tous les papas et les mamans qui viennent chercher les enfants et ils peuvent le faire. En France, on a
cette distance, justement, on n'a aucune distance par rapport aux heures que l'on fait. Et quand on sait qu'un salarié français va passer en moyenne par jour au travail 1 heure sur ses réseaux sociaux perso, ben on se dit, mais cette heure, pourquoi on fait pas autre chose? Pourquoi on se casse pas? Ben parce qu'aujourd'hui encore, on ne peut pas, parce qu'on va nous dire, tu prends ton après-midi. Et je pense que l'augmentation du télétravail, c'est aussi une façon de lutter contre ce présentéisme. Juste qu'on se rappelle, bah oui, si j'ai envie d'aller jouer avec le petit dernier à 16h30 pendant une demi-heure et de reprendre, bah je peux le faire. Et c'est pas pour autant que je vais être un moins bon salarié. Parce que je pense qu'on a toutes et tous vécu ça une fois, d'être au bureau, de se dire, merde, j'ai rien à faire. Mais il faut que je reste parce que mon boss, il est encore là, ou mon collègue, il est encore là. Donc, je vais rester. Puis, on a un sentiment d'inutilité totale, c'est démotivant. Donc, il faut revenir dans la QVT. Je pense que cette période-là va nous permettre de le faire. Bah, l'essentiel qui est d'aimer être là quand on est là. Donc, de faire une meilleure répartition. Et je pense que la meilleure façon pour savoir ce que veulent les personnes, ça va sembler dingue. Attention, révélation, c'est de leur demander. Ce qu'on voit là, un peu se dessiner, c'est que la qualité de vie au travail qui se conjugue à la performance, c'est beaucoup de l'organisation du travail et beaucoup de la culture, du management de l'activité et de la relation entre l'employé et l'employeur et son manager en particulier. Et ça, c'est des choses qui, comme tu l'as dit, sont importantes. On citait, Thierry disait, mentionner en Allemagne où partir tard, voilà, c'est vu comme une espèce de hérésie. Comme aux États-Unis d'ailleurs. C'est pas ça non plus qu'on veut. C'est-à-dire si moi j'ai un collaborateur qui dit moi j'ai envie, parce que je trouve que c'est comme ça que je m'organise le mieux, de commencer à 10h et finir à 19h, et que ça a un impact positif ou pas de contrainte particulière sur l'activité, c'est bien. Voilà. Je pense que c'est ni du présentéisme qui est une espèce, qui est un peu effectivement l'espèce de format un peu capitalistique traditionnel management où on voit les gens, et on mesure ce qu'ils font au millimètre, versus la liberté qu'on évoquait, cette qualité et ce bien faire en fait. Je pense que moi j'aime bien dire qualité de vie au travail et bien faire au travail. Et les deux sont associés. Et finalement, c'est ça la passerelle qu'il faut faire. Et l'organisation du temps, cette liberté-là, en sortant de formats nationaux, corporate et autocratiques, vers de la personnalisation du choix, comme l'évoquait Mathias, c'est certainement un des pans entiers de pratiques nouvelles. Et l'asynchrone en fait partie. Il est clair que la distance et on va dire, ce calendrier un petit peu personnalisé va nécessiter de donner plus d'importance à l'asynchrone, parce qu'on ne sera pas tous les matins à 9h pour la lecture du courrier par le boss et la répartition des tâches. Voilà, on va être sur des agendas qui vont être un peu plus compliqués effectivement à gérer. Donc l'asynchrone va prendre sa place. Et là aussi, on l'a vu dans le télétravail. Désolé, mais l'asynchrone a beaucoup été nécessaire pour assurer que le moment où on se retrouve quelque part en synchrone, à distance, eh bien, il soit le plus profitable possible, que l'information qui a été partagée soit aussi partagée à d'autres. Et donc, c'est des éléments, des pratiques qui ont été particulièrement importants. Et le digital, là aussi, aide. Le digital aide. On a un rituel dans la solution ZES de points où on peut avoir une espèce de trame de préparation d'un entretien et de compte rendu qu'on peut partager avec un historique qu'on peut consulter à n'importe quel moment. C'est ce côté asynchrone des moments synchrones, eh bien, il va devenir important. Voilà. Et on le fait pas pour rien. Enfin, on le fait bien sûr parce que l'individu en a besoin, on l'a dit, et il faut le personnaliser cette relation. Et on le fait pour l'économique, pour l'entreprise. Et c'est un cercle vertueux où chacun donne et reçoit. Dans ce qu'on a identifié dans les bénéfices attendus de la QVT, dans ce sens un petit peu opérationnel orienté vers la performance de l'entreprise, on a identifié trois grands bénéfices. Je sais, alors on parlait du surprésentéisme, voilà, et je pense que il faudrait l'ajouter. Il y a l'absentéisme, qui est son petit frère négatif. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, sur l'absentéisme, 2 chiffres qu'il faut garder en tête systématiquement, c'est en France, on est le numéro 2 européen de l'absentéisme.
Et en termes de burn-out, on est numéro 2 mondial derrière le Japon. Donc l'absentéisme, c'est un vrai énorme sujet qui coûte quand même la bagatelle de 108 milliards d'euros à l'économie française chaque année, l'absentéisme. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas parce qu'il y a une épidémie de grippe qu'il y a plus ou moins d'absentéisme. La première cause d'absentéisme, c'est le stress généré par son propre travail. Alors ça peut être un stress dû au management, ça c'est la première raison. La deuxième, ça peut être un stress physique, une mauvaise chaise. C'est tout bête, hein, David, mais il y a les maux de dos dus à des mauvaises chaises ou à une mauvaise assise, un mauvais bureau, a un coût pour l'entreprise. Et en fait, la QVT, quand on commence à s'intéresser à tous ces sujets, mécaniquement, on va réduire l'absentéisme parce que les gens auront moins mal au dos, ils vont avoir moins mal aux yeux. Si on forme les managers, parce que on n'en a pas encore parlé, j'aimerais en dire juste un tout petit mot, si tu permets, mais un des facteurs de qualité de vie au travail, c'est le management. Et si on le fait à l'inverse, qu'on me dit souvent, non, mais ton management bienveillant, c'est un truc un peu, c'est galvaudé, c'est juste bisounours. Je donne toujours cet exemple de, imaginez, vous passez un entretien de recrutement et le manager, votre futur manager vous dit, bon, alors ici, tu n'auras pas de feedback, tu n'as pas le droit à l'erreur, sinon on t'en colle une. Si tu arrives en retard, on te gueule dessus, etc., etc. Qui dit, super, je vais prendre ce job? Personne. Alors que quand on a un management qui est vraiment bienveillant et attentif et qui va s'intéresser à chacune des personnes, c'est source de qualité de vie au travail. Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière d'avoir des boules au ventre parce que je savais que j'allais travailler avec Dark Vador. Et ça, c'est compliqué d'arriver avec la boule au ventre au travail. Donc, pour revenir sur l'absentéisme, bien sûr que si on a un manager, une QVT au top et un management de qualité, on va faire moins souvent, parce que celui qui ne l'a jamais fait jette la première pierre. Moi, je dois bien avouer, ça m'est arrivé au moins une fois dans ma carrière, un vendredi, de me dire sérieux, mon boss me saoule, je vais me faire un week-end de 3 jours et d'être absent. Et ça, l'absentéisme de convenance est une réalité aussi. Elle est très faible, on va pas se mentir, c'est pas la majeure partie de l'absentéisme. Mais quand on se sent impliqué, on risque, quand il y a trop de qualité, c'est ça le paradoxe, t'en as parlé tout à l'heure, David, quand il y a trop de qualité de vie au travail, même quand on est malade, on peut avoir tendance à vouloir aller travailler. Donc ça s'appelle le présentéisme négatif, qui est, si on va travailler alors qu'on a la grippe, on va contaminer ses petits collègues. Donc voilà, pour la baisse du turnover et l'absentéisme, quand on est dans un environnement agréable, globalement, on n'a pas envie de changer de boulot, on n'a pas envie de s'absenter. Donc c'est un impact très direct. Et ça, en France, ça fait que 2-3 ans où on en est vraiment conscient. Il y a des questions, enfin notamment par rapport à ce rôle du manager, que tu évoquais à l'instant, et c'est clair que on dit, je me méfie un peu parce que en fait dans les sondages que nous on a fait ou mes retours d'expérience, effectivement le manager est souvent la raison, une des raisons importantes d'un départ par exemple ou d'une sous-performance. Ah ouais. Mais c'est pas toujours la plus importante, voilà. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le manager de proximité retrouve un sens et un nouvel agenda par rapport à cette reconstruction. À la fois, il doit, et c'est pas facile, faire que l'activité reprenne le plus vite possible parce que c'est lui. C'est pas les directions générales qui sont dans des tours qui font le chiffre d'affaires, et donc il faut que lui, c'est sa responsabilité, fasse que les machines tournent, que les machines à encaisser encaissent, etc. Et aussi avoir cette situation avec des collaborateurs qui ont quand même un bagage quand ils reviennent au travail, de stress, de confinement, d'interrogation, et puis de remise en route tout simplement, hein, après des semaines peut-être d'activité partielle. Et donc le manager est un élément clé. Et donc, du coup, comment tu vois, toi, finalement, ce rôle, cette opportunité du manager qui va aider justement à conjuguer performance et QVT? Est-ce la bienveillance? Comment est-ce que la bienveillance, c'est pas que de la QVT? Est-ce que c'est aussi de la performance? Vas-y. Pour moi, c'est que du bon sens tout ça. Et j'aimerais, en répondant à ta question, répondre à la remarque de Diane également. En gros, c'est les managers qui disent « Ouais, on nous tape sans arrêt dessus, mais il n'y a pas que nous. Nous, qui prend soin de nous ?» Et je me rappelle une conférence que j'avais faite devant tous les managers d'une grande banque, et je pose la question, qui est manager? Ils lèvent tous la main. Et ensuite, je leur demande, qui est managé? Personne ne lève la main. Et je leur dis, mais vous avez fumé les gars ou quoi? Quel manager n'a pas lui-même un manager? Même le PDG de CAC 40 a des managers, ça s'appelle ses actionnaires. Donc on est tous, quand on devient manager, on a tendance à oublier qu'on est aussi manager. Et en fait, la règle
Pour moi, la règle absolue pour avoir une qualité de vie au travail en tant que manager, quasiment garantie pour ses salariés, quasiment, on va dire, c'est ne jamais faire à ses salariés ce qu'on n'aimerait pas que notre propre boss nous fasse. À partir du moment où on applique cette règle, que ce soit quand on veut dire quelque chose, quand on veut faire quelque chose à son équipe, si on se dit « Ah ouais, mais ça, j'aimerais vraiment pas que mon boss me dise ça ou fasse ça », on a une alerte en permanence et si on applique ça, il n'y a pas besoin de lire mes bouquins, il n'y a pas besoin de regarder le webinaire, il n'y a besoin de rien faire. Si on a ça en permanence, on sera un bon manager. Et je pense que la bienveillance, elle est bien entendu source de performance, bien évidemment, parce que qui n'a pas rêvé d'avoir un boss où on se dit « je suis fier de travailler pour cette personne, je suis content de travailler avec cette personne ». Et il ne s'agit pas d'avoir un management qui fait des blagues toute la journée et qui ne met pas la pression, mais il y a moyen de mettre une pression sans pour autant écraser les gens, sans générer du stress. La première source de stress au travail, je ne me rappelle plus qui a fait cette étude, mais c'était pour 72%, c'était le manque de temps. Mais à un moment, ça va être le rôle du manager de gérer ce temps, justement, de donner des délais qui soient raisonnables, qui soient échangés. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus quand même. Ça concerne pas le temps, c'est un directeur commercial l'année dernière. Il devait faire ses objectifs annuels. Son directeur général lui demandait. Et il en avait marre pour toutes celles et ceux qui ont déjà fait des prévisions. Une fois par an, c'est super saoulant. Donc, il s'est dit, ça me saoule de les faire. Je vais demander à mes commerciaux, j'ai une idée de ce qu'on pourrait faire, mais je vais demander à mes commerciaux, à l'équipe, de faire leurs propres objectifs. Quelle ne fut pas sa surprise que, les objectifs que se sont donnés individuellement les commerciaux étaient supérieurs à ce qu'il aurait jamais osé leur demander. Mais la deuxième surprise, c'est qu'ils ont tous atteint, voire dépassé leurs objectifs. Donc, comme quoi, la libération de la parole, ça va aussi sur ce genre de choses. Et un management, le mot confiance est apparu beaucoup dans les commentaires. Alors, je fais comme ça parce que les commentaires apparaissent là. Le mot confiance est apparu énormément. Mais bien sûr que la confiance est essentielle. Et c'est pour ça que passer en mode projet, c'est quelque chose d'important. Dans les entreprises, ça aussi, je pense que ça va être une grosse évolution. Mais le management, sans bon management, pour moi, il n'y a pas d'entreprise. Mais vraiment, et je ne crois pas du tout, j'ai peut-être choqué certaines personnes, pardon, je ne crois pas du tout à l'entreprise libérée sans management, mais pas du tout. Il n'y a pas un exemple au monde, pas un, d'une entreprise de plus de 50 salariés où il n'y a pas de manager. Ça n'existe pas. Et Et je fais référence à un autre webinaire où on a parlé justement de cette évolution du management avec cette notion de people success manager. On va dire, l'idée, c'est de s'intéresser aux personnes et de créer les conditions de succès, parce qu'effectivement, il y a cet enjeu-là de succès, mais de travailler sur les causes, pas que sur les effets. Tu parlais des entretiens d'évaluation annuels. Je pense que c'est un des éléments concourants à la mauvaise qualité de vie au travail, ce rituel même réglementaire, puisque on est en une obligation de le faire en France, de faire cet entretien annuel où tout le monde est stressé. Le manager trouve que c'est un exercice très difficile, qui lui est pas utile puisqu'il gère pas le business une fois par an. Et puis le collaborateur, pareil, qu'est-ce qu'il va en sortir? Il sait qu'il y a un enjeu d'augmentation éventuellement et d'augmentation de salaire et de promotion. Donc ça crée une espèce de moment hyper stressant, inutile, à part d'alimenter des process RH. Et donc ça, ce que tu dis, c'est effectivement ce management-là global de l'organisation, que ça soit de proximité ou globalement dans la gouvernance de l'entreprise et dans les rendez-vous qu'on donne aux collaborateurs, dans l'expérience collaborateur. Ça doit être aussi repensé par une symétrie des attentions. Ça a été un élément qui a été identifié. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que le manager n'a pas des doutes, n'a pas des besoins, n'a pas d'état d'âme, n'a pas de stress, n'a pas de... Voilà. Et il faut aussi le sonder. Moi, je dis à nos clients, mais ok, c'est bien de sonder vos collaborateurs avec des questions centrées sur le collaborateur, mais est-ce que vous avez sondé vos managers sur ce rôle particulier qui est clé pour vous? Est-ce que vous savez quelles sont aujourd'hui ces difficultés, ces freins, ces attentes, ces espérances? Si vous l'avez pas fait, vous n'allez pas pouvoir avoir un écosystème qui fonctionne complètement, une machine entre guillemets qui fonctionne complètement. Tu as une autre question qui est sur le télétravail pas le télétravail, le travail plutôt dans le continu. Enfin, c'est l'idée d'avoir notamment la conversation continue, d'avoir un échange continu. C'est pas juste un rendez-vous une fois par an. Est-ce que toi, tu penses que les entreprises qui ont tellement de choses à faire et plutôt des habitudes annuelles, tu vois, on se donne des rendez-vous un peu à l'année, est-ce que tu crois vraiment que l'organisation va devenir assez agile, assez à l'écoute
pour avoir une espèce d'agilité et une conversation beaucoup plus continue à tous les niveaux, que ce soit la direction générale ou le management de proximité. Mais je pense qu'elle n'a pas le choix, en fait, David. Il y a déjà des entreprises qui avaient fait ce choix avant la crise. Je pense à une filiale de la SNCF qui, par exemple, chaque fin de semaine, demande à ses salariés comment est-ce que vous avez vécu votre semaine. Il y a 2-3 items, ça répond très vite, c'est anonyme. Et le lundi, par souci de transparence, ils envoient un mail avec « Voilà comment était la semaine de vous tous la semaine dernière. Et voilà ce qu'on imagine pour que ça aille mieux ou rebondir sur une suggestion. » Donc ça existait déjà avant et je pense que, regarde ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes. Je ne crois pas tellement au côté purement politique de la chose. Je crois que les gens en ont juste ras-le-bol d'avoir le sentiment qu'aucun politique ne nous écoute, qu'il soit de gauche ou de droite. Les gens ont envie d'être entendus. Et quand je dis les gens, je me mets bien entendu dedans. Ce mouvement des Gilets jaunes est vraiment symptomatique d'une volonté forte dans la société des hommes et des femmes pour qu'on les écoute et qu'on arrête d'être un petit peu comme des pions. On n'est pas... Je crois... Alors, je vais peut-être dire quelque chose qui va te sembler énorme, mais avant de hurler, David, attends la fin de la phrase. Je crois que ce qu'on vient de vivre là, c'est exactement pour le capitalisme ce qu'a vécu le communisme après la perestroïka de Gorbatchev. Je crois que les entreprises vont changer, en tout cas certaines entreprises vont changer leur logiciel et comprendre que, ben oui, s'il y a un salarié qui est pas content, il a le droit, voire le devoir de le dire. Mais je vais donner l'exemple, pas en France, mais d'une usine de Fiat qui, depuis, je crois que c'est quasiment une dizaine d'années, avant de rentrer dans l'usine, les ouvriers doivent appuyer sur un des 3 boutons. Vert, je suis au top pour bosser. Orange, ouais, je suis pas très en forme, mais je peux bosser. Rouge, vraiment, je peux pas. Et tout ouvrier qui appuie sur le bouton rouge est reçu immédiatement par sa direction des ressources humaines. Mais rien que ça, parce que là, c'est pas une solution technologique compliquée à développer. Fiat a constaté que l'absentéisme a baissé, parce que c'est limite quelqu'un qui allait pas bien se disait mais quelqu'un va m'écouter si je vais au boulot. Et l'entreprise a géré ça, donc je pense que oui, la libération de la parole va être totale. Je pense que oui, les entreprises qui connaîtront le succès vont changer, parce que j'ai bien conscience qu'il y a des entreprises qui vont revenir à une forme de leur normalité d'avant. Mais c'est là où on revient au point de baisse du turnover. C'est pour attirer des talents. Il ne va pas suffire de dire oui, notre QVT est géniale, la bienveillance, elle est géniale et on vous écoutera. C'est écouter, c'est bien. Agir en fonction de ce qu'on nous dit, c'est encore mieux. Et les entreprises qui, à mon sens, vont attirer les meilleurs talents et garder les meilleurs talents sont celles qui vont écouter leurs salariés, échanger. Et ça, dans toutes les strates de la hiérarchie, je recommande souvent aux managers de demander à leurs équipes qu'est-ce que vous aimez bien chez moi en tant que manager et qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse de mieux en tant que manager. Et à chaque fois, les managers disent mais c'est génial cet exercice. Et on progresse. Je pense que ce que tu dis, c'est finalement aussi place au bon sens en fait, hein, ce que tu l'as mentionné déjà. Et finalement, c'est une multitude de choses assez simples, pragmatiques, orientées vers le bon sens. Ce sont pas des forcément grands accords, surtout pas peut-être, et des grandes ingénieries qui font, et des grosses machines qui font ces petites victoires qui font. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont montré que l'engagement, c'est pas une espèce de grand-messe ou de grand spectacle qui va faire le waouh effect, etc. L'engagement, c'est le résultat d'une succession d'expériences positives qui vont alimenter une espèce de batterie à engagement progressivement. Et ça, la conversation continue avec ces moments d'autodiagnostic ou de diagnostic partagé, et c'est exactement ça. Et il va y avoir des petites améliorations. Ça va pas être en tant que manager, tu t'es pas, après un premier entretien, complètement transformé du jour au lendemain. Ça a été des micro ajustements, des micro améliorations. Et c'est vraiment un élément. C'est du pur bon sens. C'est dans notre vie personnelle, on l'applique. On fait pas un entretien annuel avec notre conjoint ou notre conjointe. On parle en permanence. Et c'est pour ça qu'il y a des couples qui durent. C'est parce que quand ça va pas, on en parle tout de suite. On n'attend pas la fin de l'année. Donc la conversation continue, mais 1000 fois pour. Je vous invite à regarder dans le blog, dans le site de ZestMeUp, les témoignages de clients, parce qu'ils ont des usages que tu as évoqués en fait, hein, le côté
point d'itération très rapide entre le manager et régulier entre le manager et le collaborateur pour améliorer leur collaboration finalement, donner et recevoir des deux côtés, et aussi par rapport à l'humeur au travail et aux irritants et aux leviers de motivation qui peuvent évoluer dans le temps. Donc vraiment, n'hésitez pas. Il y a des boîtes, l'une des dernières est top, par exemple, c'est Enedis, Languedoc, voilà, qui témoignent de pratiques d'usage qui sont effectivement des usages RH, management et de prise en compte de la qualité de vie au travail. Donc c'est vraiment, je pense, des sources d'inspiration pour vous, voilà, mais qui sont chez nous, donc autant en profiter. Une dernière question, puisque le temps file vite. Est-ce que tu penses que la qualité au travail va non seulement être un élément clé de performance et d'épanouissement, mais est-ce que ça va être quelque chose qui va permettre de créer des avantages compétitifs, hein, tu vois, de créer des entreprises qui seront des nouvelles entreprises qui seront peut-être plus performantes que les autres. Tu l'as un petit peu esquissé tout à l'heure. Est-ce que tu penses que ça devient plus presque un enjeu stratégique de l'entreprise autant que pour l'individu, pour son bien-être? En fait, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, ça a été un accélérateur de tendance. Déjà, beaucoup d'entreprises, je pense aux banques, par exemple, pour le recrutement, ils ont de plus en plus de mal. Vraiment. Ou alors, si on prend les cabinets de conseil, les Big Four, les jeunes diplômés préfèrent aller dans un petit cabinet comptable de 10 à 50 personnes où ils vont pouvoir partir à 16 heures hors période de clôture comptable. Donc, je pense que il y a des entreprises qui vont vraiment saisir la balle au bond et se dire de toute façon, on n'avait pas le choix avant, il n'y a pas de raison qu'on l'ait moins après. Parce que certes, là, on va avoir une période où le pouvoir sera plutôt du côté du recruteur que du recruté, du fait d'une augmentation du chômage, mais ça n'aura qu'un temps. Quand on va revenir dans une phase de croissance avec un chômage qui baisse, ça sera au salarié de choisir. Et quand on est salarié, moi, si d'un côté, j'ai un boulot qui me dit t'as autant de télétravail que tu veux. Si tu veux pas en avoir, t'en as pas. Si t'as envie d'avoir 2 jours, t'en as. Et l'autre qui me dit, tu seras en présentiel à 100%, ou même qui me dit, poussons le raisonnement jusqu'à l'extrême, tu seras en télétravail à 100%. Je vais prendre celle qui va m'écouter le plus. Oh. Donc, bien entendu, en tant que salarié, on fait un peu nos courses. Alors, c'est pas vrai de tous les salariés. J'entends d'ici certaines personnes dire oui, mais ça, c'est un truc de col blanc. Oui, c'est vrai, bien entendu. Mais même pour les cols bleus, l'exemple que je vous disais des ouvriers de cette usine de Fiat au Brésil sont des cols bleus. Le fait de savoir écouter sur leur bien-être, s'il y a Renault qui veut les recruter, ils ont vraiment intérêt, Renault, à dire nous on fait la même chose, voire on fait mieux. Et ensuite, je pense qu'il y a de nouveaux métiers qui vont être créés, d'autres qui vont s'accélérer. Je vais parler de ma famille. Mon beau-fils, il a monté avant la crise un business sur Paris de scooters électriques. Autant dire que la crise du corona a largement contribué au fait que son business va très bien. Le business de la santé va bien entendu augmenter. Enfin, il y a plein de... moi, je suis très, 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 très optimiste. Je sais qu'on va passer 6 mois, 1 an qui vont être une galère atroce. Et encore une fois, je précise toujours quelque chose parce qu'on me dit Gaël, t'es bisounours. Moi, la crise du corona a supprimé 95% de mes revenus. 95%. Donc, quand j'ai ce regard optimiste sur la crise, je m'inclus dedans pour avoir vécu la crise de façon incroyablement violente. Donc, c'est pas parce que je suis bisounours ou un peu naïf. C'est parce que je suis en contact avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'entreprises, et je sens cette tendance qui va faire que les entreprises ont enfin compris probablement que la santé des gens et leur bien-être, et donc la QVT, est essentielle. Mais je vais me permettre juste un petit coup de gueule, David, je peux? Vas-y, rien de mieux pour finir qu'un petit coup de gueule. Je ne comprends toujours pas, parce que j'ai interviewé le patron de Monster à Hong Kong qui me disait, à Hong Kong, on pouvait aller nulle part, aucune entreprise, aucune petite boutique, sans qu'avant de rentrer, on nous prenne notre température. Quand est-ce qu'on va faire ça en France? Et parce que la QVT, en ce moment, ça commence par je passe le pas de la porte de mon entreprise, je ne suis pas en danger. Et il y a des entreprises qui intègrent ça. Et la QVT aujourd'hui, elle est basique, c'est j'ai pas envie de crever. C'est horrible à dire, mais c'est ça. Donc voilà, c'est mon coup de gueule. En plus, ce que tu dis, c'est que c'est dans ce pays, c'est certainement dans l'un de ces pays où il y a le plus d'autogestion en fait par rapport à ce sujet et d'autocontrôle.
Kong, 7 millions d'habitants, 7 millions d'habitants, 4 morts. 4. Et ils n'ont pas confiné. Après, enfin, c'est Marine qui dit, est-ce que la question de la fiabilité, enfin voilà, est-ce que c'est un rituel pour rassurer, est-ce que c'est vraiment une détection suffisante, on va dire, et ça, effectivement, on peut. Pour avoir eu le corona, je peux dire que oui, c'est fiable. Tu es à 39 degrés pendant 3 semaines. Alors, c'est pas fiable à 100%. Mais non, parce que tu as des asymptomatiques, par exemple. Ouais. Donc, il y a effectivement Mais par contre, ce que tu dis, c'est et j'en ai parlé dans un article où j'ai joué sur l'acronyme de l'après pour l'entreprise de l'après, et c'est le S de la santé. C'est-à-dire que la santé a pris une place importante, et on aura, que ce soit sur le Covid-19 ou sur de futures choses malheureusement qui seront pas aussi, enfin toujours pas très agréables à subir, il y aura cette épée de Damoclès mondiale. Et ça, c'est une grande. Enfin, on est dans un, voilà, on est dans un monde qui a changé, quoi, faut dire. Et effectivement, la santé au travail va devenir un élément clé de performance, de compétitivité et d'autonomie. Alors, 2 choses sur la température quand même, parce que Marine est chaude patate sur le sujet. Ouais. Alors, j'ai jamais pris autant de Doliprane de ma vie. Si j'avais réussi à faire tomber ma température grâce au Doliprane, ça se saurait. On ne fait pas tomber la température, honnêtement. Au plus bas, je crois que j'étais à 38. Et on perd le bon sens. J'aimerais bien qu'on incite, peut-être qu'on conclue là-dessus, David. On a beaucoup parlé de bon sens. Pour toutes celles et ceux qui ont eu des bébés. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce moment où votre bébé se réveille le matin. Ah merde, il a de la fièvre, ils vont pas me le prendre à la crèche. Pourquoi on a oublié ça? On le sait, nos enfants, quand ils ont de la fièvre, on les amène pas à la crèche. C'est comme ça. Eh ben, on oublie ça. Donc, le bon sens, c'est aussi remettre ça. Je crois que on revient à quelques fondamentaux qui sont plutôt pas mal. Et ensuite, certaines entreprises prendront le tournant, d'autres le prendront pas. Mais j'aime à penser que l'intelligence de l'homme avec un grand H va gagner. Voilà. Et finalement, c'est ça peut-être la synthèse de dire que conjuguer QVT et performance, c'est finalement remettre l'humain un peu au centre du jeu avec une manière qu'on a dite très pragmatique, pleine de bon sens, où on écoute, où on fait des choses, pas des grands machins, mais des petites choses, où on le fait en continu, régulièrement. Et chacun va avoir son chemin en se questionnant, y compris sur les pratiques de management de proximité ou de direction générale d'organisation. Ce qui est sûr, et c'est ce qu'on disait en introduction, c'est qu'on a vécu un moment qui changera peut-être pas le monde de A à Z. Ça, on est à peu près pas suffisamment bisounours pour ça. Mais par contre, il y a des graines, entre guillemets, qui ont été plantées, ou des choses qui ont particulièrement pris de l'ampleur, qui existaient avant. Tous les dirigeants ont vécu le télétravail, tous les dirigeants ont eu peur d'avoir le Covid, y compris les plus réfractaires au sujet de QVT, de santé et de télétravail. Donc voilà, peut-être que c'est peut-être aussi ça qui va être un levier fort positif pour accélérer les choses. Merci beaucoup Gaël pour cet échange, pour cette conversation autour de la QVT et de la performance. Merci à tous ceux qui ont participé. Et notamment grâce à vos questions qui nous ont un peu guidés dans notre échange. C'était fait pour ça, c'est aussi pouvoir être à votre écoute. Et puis je vous remercie par avance aussi de contribuer là où vous êtes, en fonction de ce que vous faites, à faire bouger les lignes, comme Gaël le fait avec son activité. Donc et comme nous on le fait avec Zest, avec notre solution pour nos clients. Merci beaucoup et n'hésitez pas à faire connaître ce webinaire. Il y aura le replay qui sera disponible. Encore un très grand merci à Gaël qui a fait ça effectivement avec beaucoup de générosité et de qualité et donc impatient de te suivre pour tes prochaines prises de parole. À très bientôt. Au revoir Gaël. Salut, merci à toutes et à tous.